Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être en votre compagnie. Je remercie Pierre-Yves Rougeron et le Cercle Aristote de m'avoir invité pour vous parler de la guerre, de la philosophie de la guerre. Je me suis demandé, bien sûr, comment faire. Et heureusement, j'ai été sauvé par une journaliste italienne qui s'appelle Martina Pastorelli et qui travaille au journal milanais La Verità et qui m'a posé il y a une semaine ou deux 6 questions. Elle a contracté le long entretien que nous avions eu en 6000 signes et qui sont parus le 2 mars dans La Verità. Alors, comme j'avais gardé le texte et les souvenirs de cet entretien dans son ensemble, eh bien, je me suis dit que je ne pouvais mieux faire que de vous communiquer ce contenu. Je pense que les 3 quarts d'heure qui nous sont impartis suffiront. Sinon, on arrête. Comme disait Jean Guiton, la meilleure conclusion, parfois, c'est l'interruption. Donc, alors, vous verrez que les questions que m'a posées Martina Pastorelli sont un va-et-vient entre la culture et la guerre, les questions profondes sur la philosophie et les questions sur l'actualité, parce que il est difficile quand même de l'éluder. Alors, question numéro 1. Elle dit « La guerre fait son retour en Europe. En Ukraine, elle connaît une escalade continue. On dirait une orgie militariste. Les horreurs et les erreurs de l'histoire ne nous enseignent rien. Il y a une culture de guerre. Et, à votre avis, cela vient de la culture humaniste occidentale moderne. Pourquoi ? Alors, elle a vu le point le plus important peut-être du livre. Tous les problèmes humains s'enracinent dans la culture et les problèmes techniques et les solutions techniques ne sont pas des solutions suffisantes lorsque elles font corps avec une culture qui est non fonctionnelle ou inadéquate. Donc je lui réponds ceci. La guerre est immémoriale et bien plus ancienne que la culture humaniste moderne. La cause de la guerre se trouve dans la nature de l'homme. Pas sa nature animale, mais sa nature spirituelle. Fondamentalement, elle se trouve dans la recherche de l'absolu ou dans la recherche de l'infini, mais en dehors de l'infini lui-même. On pourra y revenir si vous voulez. Parce qu'elle est une nature d'animal raisonnable, donc décideur, mais aussi sociale, notre nature humaine se vit dans la culture. Ce sont les principes de décision, qui sont le noyau de la culture, qui remplacent chez l'homme les instincts animaux d'inhibition de la violence. Vous savez que chez les animaux, beaucoup de décisions se prennent par épreuve de force, mais ces épreuves de force n'aboutissent pas le plus souvent à la mort. Ça s'arrête comme les duels d'étudiants allemands au 19e, au premier sang, comme on dit, dans le possible, on se fait une balafre, on n'est pas trop de mal. Et c'est la culture qui doit remplacer chez l'homme ces instincts animaux d'inhibition de la violence. Mais la culture peut être déficiente et elle peut renfermer une trop grande complaisance, volontairement ou involontairement, aux tendances démesurées, n'est-ce pas, qui sont les facteurs de guerre. Alors, les sagesses et les religions sont, pour l'essentiel, des cultures de paix. Bien sûr, elles s'opposent entre elles quelquefois, mais elles ont eu, si vous voulez, les cultures ont eu historiquement 2 faiblesses.
qui n'en était pas vraiment avant les progrès scientifiques et techniques. Le rapport entre la liberté et le bien. Les sagesses et les religions, en présentant le bien, ont souvent laissé en arrière-plan la liberté, pas forcément en la niant, mais en la laissant en arrière-plan. Et ceci, au moment où les divers progrès se sont produits, ceci a favorisé les conflits culturels qui ont fait la fortune de la culture laïque et éclairée, qui capitalise sur ces oppositions et ces violences. Mais inversement, la culture aujourd'hui dominante, qui est la culture de l'humanisme moderne, a aussi une faiblesse, et est symétrique. C'est-à-dire, en présentant la liberté, elle laisse de plus en plus le bien en arrière-plan. On a l'impression même que l'éthique ne doit consister en cela. La théorie de la justice consiste à laisser le bien de côté. Non. Justement, la liberté dans notre culture dominante vient en premier par rapport à la sagesse, à l'amour, à la vérité, au bien, et même à la justice. Alors, c'est là que se trouve le problème. Comprenez bien, notre culture dominante n'est pas la cause totale de notre bellicisme, si vous voulez, mais elle y rajoute une couche, très clairement. Pourquoi ? Maréchal Foch, dans son livre « Les principes de la guerre », un bouquin extrêmement important, il a enseigné pendant plusieurs années avant de commander les armées françaises. Donc le maréchal Foch essaye de distinguer les principes de la guerre, économie des moyens, concentration des forces, mais surtout liberté d'action. Conserver sa liberté d'action. Conserver sa liberté d'action, c'est le premier principe de la guerre. Ne pas permettre que l'adversaire vous enlève vos options les unes après les autres pour que vous n'ayez plus rien d'autre à faire que de suivre le chemin qu'il vous a tracé. Donc, conserver sa liberté d'action. Quand on met la liberté en premier, on met en premier la conservation de la liberté d'action. Et donc, inconsciemment, même si en théorie on est pour la paix, pour la tolérance, en fait on est dans une logique de guerre. C'est le problème. C'est pour cela que la culture moderne de l'Occident est une culture de guerre. Une guerre en partie contre la nature, c'est un problème écologique, contre l'histoire, contre Dieu ou l'absolu, contre tout ce qui est le réel parfois, même, voire l'objectivité, contre tout ce qui constituerait une réduction de cette liberté en premier. Je pense que si nous souhaitons la paix, on ne peut pas la rechercher en se situant dans cette culture. Il y a plein de choses dans la modernité qui sont à prendre, à adapter, à réformer, enfin, c'est brillant, c'est très riche, mais la liberté en premier, ce n'est pas possible. Si on le veut, c'est la conservation de la liberté d'action. C'est une culture de guerre. C'est ce qu'il y a de vrai, à mon avis, dans les critiques dont l'Occident fait l'objet. Souvent, elles sont très confuses et très injustes, mais sur ce point, elles seraient très vraies si elles identifiaient ce point. Après ça, vient la deuxième question de Martina Pastorelli, qui me jette dans l'interprétation du conflit présent. Comment, demande-t-elle, une philosophie de la guerre peut-elle nous aider à comprendre la guerre russo-ukrainienne, les motivations de chacun des ennemis, et ainsi préparer les discussions nécessaires à la paix? Alors, je lui réponds que la philosophie de la guerre est à la diplomatie, est à l'art militaire, ce que la mathématique pure est à la physique ou à la technologie. C'est-à-dire que sans mathématiques, vous ne pouvez pas faire de physique ni de technologie. C'est pas possible. Faites de la poésie, la philosophie de la nature, ce que vous voulez, des choses très importantes d'ailleurs, mais vous ne faites pas
de physique scientifique ni de technologie. C'est comme ça. Donc, la philosophie de la guerre, c'est un peu semblable. Si elle est suffisamment vraie, elle fournit des concepts universaux indispensables à la compréhension de la forme et du sens de la politique et du recours à la force armée. Mais la compréhension, bien sûr, d'une guerre particulière ne dépend pas que des idées claires. Elle dépend aussi de la connaissance des faits. Une deuxième source, n'est-ce pas? Et en guerre, les faits sont difficiles à connaître parce qu'on ment énormément. Je cite toujours Clémenceau, il dit il y a 3 moments dans la vie où on ment le plus. Après la chasse, avant les élections et pendant la guerre. Donc, on ment énormément par ruse ou par simple difficulté de voir dans le brouillard, c'est pas clair, et de plus, on a énormément envie de se mentir à soi-même pour tromper l'angoisse. Autrement dit, la philosophie peut certainement aider, mais il ne faut pas non plus lui demander des miracles sans le secours de l'histoire et de l'information quotidienne. Ceci est une sorte de caveat, n'est-ce pas, pour excuser ce que mon interprétation peut avoir d'audacieux. Alors, la philosophie peut pourtant nous aider à voir plus haut et plus large. La vérité, me semble-t-il, c'est que ce qui est en cours est une guerre mondiale. Non pas mondiale comme avant, parce que tous les pays ne sont pas belligérants et on ne se bat pas partout. Ça, c'est l'effet atome, l'effet nucléaire. Et puis d'autres choses encore. Mais les enjeux sont clairs. Les États-Unis veulent maintenir ou rétablir ou élargir leur hégémonie, à la fois temporelle et spirituelle, qui, dans leur esprit, coïncide avec l'intérêt général bien compris du genre humain. La Chine et la Russie ne veulent pas subir cette hégémonie. Donc, il faut voir comment la guerre, ce qu'on peut appeler la guerre d'indépendance de l'Ukraine, ou en tout cas d'une forte partie de l'Ukraine, contre la Russie, s'inscrit paradoxalement dans une guerre d'indépendance de la Russie contre les États-Unis. Et c'est ce double caractère qu'il faut bien comprendre si on veut être autant que possible juste aux deux sens du mot, c'est-à-dire essayer de voir les choses comme elles sont et être équitable. Alors, l'effet propre du nucléaire, c'est de confiner le conflit mondial dans une zone échappant à la logique de la dissuasion. C'est pour cela qu'on parle de guerre russo-ukrainienne. Comprenez bien, je ne dis pas que l'agenda politique propre des Ukrainiens, du pouvoir ukrainien, ni leur autonomie de décision politique soit insignifiante, même s'il est évident que l'Ukraine seule, sans les États-Unis et sans l'OTAN, ne pourrait pas grand-chose. Et c'est essentiellement une guerre dont l'enjeu n'est rien d'autre que la constitution du monde. C'est-à-dire, de l'issue de cette guerre mondiale dépendra la forme de notre monde futur. Soit un nouveau siècle américain, a New American Century, soit un tout autre monde. Donc, après cela, Martina m'interroge sur ce qui est la clé de voûte de la stratégie aujourd'hui, à savoir le nucléaire. Elle dit « Le danger de guerre nucléaire est probablement plus grand qu'il ne fut jamais depuis 1945. » C'est vrai. À votre avis, l'équilibre de la terreur, à votre avis, parce qu'elle fait référence à des choses que j'ai écrites, à votre avis, l'équilibre de la terreur risque de laisser place au déséquilibre de la terreur. C'est une expression que j'ai trouvée dans un livre de Marie-Thérèse Delpech, qui est un bouquin très intéressant, qui s'appelle « Dissuasion au XXIe siècle ». Ça a une dizaine d'années, à peu près. Bref, l'équilibre de la terreur
risque de laisser place au déséquilibre de la terreur à cause de l'évolution woke de la culture de l'Ouest postmoderne, qui rend ce dernier à la fois fragile comme un flocon de neige, snowflake, et donc dissuadeur peu crédible, mais aussi suicidaire et transgressif, et donc extrêmement inquiétant et imprévisible. Alors elle me demande, elle m'interroge là-dessus. Je dis ceci. Je dis la guerre oppose des puissances nucléaires dans un conflit qui est jugé existentiel des deux côtés. Précisons. Le risque de monter aux extrêmes est donc réel et important. Si chacun considère qu'il ne peut pas perdre, forcément, l'escalade se produira. Surtout, c'est vrai, si on prend en compte la culture, en partie moderne et en plus post-moderne. Je m'explique. Voyez-vous, dans la dissuasion, il y a des choses qui ne changent pas et il y a des choses qui peuvent changer parce que la technique ou les mentalités évoluent. Mais c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer. La dissuasion repose sur deux principes qui sont les suivants. Premièrement, la préférence pour la vie, le refus du suicide. Et deuxièmement, la croyance en un sens de la vie supérieur à la vie. Comprenez bien que si la seule chose qui compte pour vous, c'est de conserver votre malheureuse existence, vous n'allez pas entrer dans une épreuve de force aussi terrifiante. Donc, le sens supérieur à la vie n'est pas forcément religieux, mais il permet de dire le sens ou la mort. Par exemple, la liberté ou la mort. Ça, c'est la grande culture moderne. La liberté avec un grand L ou la mort. À penser de tout ce qu'on dit sur Clausewitz, mais je laisse Clausewitz de côté. Non. La culture postmoderne élimine tout sens en dehors de la vie, de l'effort pour la conserver par peur de la mort, et de la course pour se procurer les agréments de la vie qui nous permettent d'oublier son non-sens. Par suite, la logique de la dissuasion se trouve très profondément perturbée. D'un côté, le dissuadeur postmoderne, occidental en particulier, mais les autres, dans la mesure où tout le monde est un peu postmodernisé, parfois à son corps défendant, parfois avec enthousiasme. Donc, d'un côté, le dissuadeur postmoderne n'est pas très crédible, parce qu'on sent qu'il a trop peur de la mort, et qu'il est trop prêt à acheter la paix à n'importe quel prix. Mais d'un autre côté, le non-sens introduit dans l'âme le désespoir et l'angoisse, et avec eux l'idée d'en finir par le suicide. Comprenez, il faut voir comment, à partir du suicide individuel, s'introduit l'idée du suicide collectif. À mon humble avis, la prodigieuse infécondité européenne est une première forme de suicide collectif. La légalisation de l'euthanasie, faisant d'elle à terme le mode standard de sortie de la vie, est une seconde forme de collectivisation du suicide et en même temps de socialisation du suicide. Je pense que aller à la guerre et s'exposer témérairement au danger a toujours été la façon la plus honorable de se suicider. Le maréchal Ney, à Waterloo, je ne connais plus le nombre exact, mais je crois qu'il a 6 ou 7 chevaux tués sous lui. Napoléon à Montmirail, il va charger le canon lui-même, et sous les tirs de contre-batterie, 1814, la mort ne veut pas de lui. Oui. Donc, s'exposer au danger, la façon la plus honorable de se suicider. Mais le postmoderne est trop souvent trop fragile pour aller combattre. Pensez-vous que l'Italie ou la France, ou même les États-Unis, pourraient accepter aujourd'hui de laisser 100 000 cadavres dans les tranchées en Ukraine?
deux fois plus d'estropiés, bien entendu. C'est pourquoi je pense que la guerre nucléaire pourra finir par représenter une troisième forme, la plus satisfaisante, du suicide collectif. En plus, il faut trouver un bouc émissaire à notre désespoir. Sans profonde réforme de l'humanisme occidental, se suicider en tuant un ennemi qui incarne le mal finira par devenir une perspective acceptable. Il faut retrouver le sens, pas les agréments superficiels qui permettent de nous divertir et d'oublier le non-sens. Non, mais la raison et la vérité, la nature et la vie, Dieu, l'immortalité, l'amitié, l'amour en premier, etc. C'est ça. Nous avons fait, culturellement, fausse route. Ou bien nous nous rendrons compte et nous reviendrons sur le chemin, ou bien... Question 4. Quel rôle peut jouer la religion dans le passé accusé d'être cause des guerres et aujourd'hui seul espoir de résistance en face des tendances suicidaires de la culture postmoderne face à la menace d'un léviathan universel? Voilà, on revient à quelque chose de plus profond, de plus philosophique. Je lui réponds. Votre question est très complexe. Alors, j'ai besoin de dégager le concept de Léviathan. Et c'est le concept de Léviathan qui permet de comprendre ce bouquin. Il y a 4 chapitres. Le premier, c'est la paix par Léviathan, la solution Léviathan au problème de la guerre totale. Chapitre 2, Léviathan n'est pas la solution. Alors, quelle est la solution? La solution, l'autre solution, la paix sans Léviathan. En 2 temps, chapitre 3, la paix culturelle sans Léviathan, et la paix, chapitre 3, la paix politique sans Léviathan, et chapitre 4, la paix culturelle sans Léviathan. Donc ça, c'est... Alors, Léviathan. Le progrès des armements depuis Hiroshima a posé de façon inédite le problème de la guerre. Il faut penser à nouveau frais, comme on dit. La guerre, avant, pouvait monter aux extrêmes. Maintenant, elle ne peut plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas réaliser d'épouvantables massacres avec des moyens tout à fait, technologiquement très sommaires, pas la machette, s'il vous plaît, mais on ne peut quand même pas, avec ces moyens, détruire l'humanité. La guerre montant aux extrêmes aujourd'hui, comme en 1914, c'est-à-dire on envoie tout le matos, on balance tout, ça signifie la fin du genre humain, ou en tout cas les survivants béniraient le sort de ceux qui ne seraient pas survivants. C'est pour cela qu'il peut sembler rationnel de la supprimer radicalement, en créant un seul État mondial. On dit beaucoup de mal du mondialisme, c'est pas la solution, mais c'est une hypothèse qui a le mérite d'exister pour un problème qui est réel. Au moins sur le plan de la guerre, sur le sujet de la guerre. On comprend bien que s'il n'y a qu'un seul escrimeur, il n'y aura plus de duel. C'est mathématique, hein. Bon. Bien. Donc, mais ce n'est pas une solution parce que il reste le terrorisme, les guerres de sécession, les révolutions, les guerres de classe. Enfin, si vous voulez, la guerre est antérieure aux nations. Il y a eu des guerres de tout temps, avant même, parce qu'il y avait des tribus, que sais-je, des royaumes, tribaux, tout ce qu'on veut. Donc, si la guerre n'avait pour cause que les nations, ça se saurait. Non, la guerre est plus profondément enracinée dans la nature humaine et dans la culture. Donc, ce pouvoir unique, en tout cas, c'est ce que j'appelle le Léviathan universel, dont nous pouvons voir peut-être les prémices, parfois. Alors, la paix par le Léviathan universel est-elle la solution? Je réponds non.
J'essaie d'expliquer pourquoi en détail, je donne les preuves, il me semble, dans le 2e chapitre. Il ne peut tenir sa promesse de paix, même en réalisant son essence totalitaire dans une sorte de stalinisme orwellien planétaire. Il faut donc imaginer une paix sans Léviathan. Alors, le paradoxe, à mon avis, c'est que la perspective atroce que représente ce monstre à l'horizon devient le moyen de faire revenir tout le monde à la raison, d'une douche froide, si vous voulez, sur les passions, hein, et de chercher une paix culturelle et une paix politique sans Léviathan, parce que contre Léviathan. Je vais voir qu'est-ce que c'est Léviathan. La culture de Léviathan combine... je vais revenir à la religion, hein, je n'oublie pas du tout qu'elle m'en a parlé. Excusez-moi. En philo, c'est comme en géométrie, comme disait Euclide, il n'y a pas de voie royale. Hein, il faut accepter de faire les détours que l'ordre des raisons exige. La culture de Léviathan combine le plus haut degré de la volonté de puissance au plus extrême degré de la culture d'impuissance. Les maîtres de Léviathan sont des surhommes et les autres doivent être des sous-hommes. Alors, le problème, c'est que la religion, les religions toutes, et la sagesse, les sagesses, pardon, le confucianisme, c'est une sagesse, pas vraiment une religion, c'est autre chose. Le bouddhisme, c'est entre les deux, etc. Donc, comme les religions et la sagesse font des hommes, tout simplement, des femmes, hein, des hommes, le surhomme ne les supporte pas et les éliminerait si Léviathan venait à se réaliser. Si donc les religions ne sont pas exceptionnellement stupides, elles organiseront leur coexistence sans relativisme ni syncrétisme pour éviter à Léviathan de les fondre dans une commune insignifiance ou de capitaliser sur leur conflit. C'est deux stratégies possibles contre elles. À cette condition, et en valorisant la dimension de liberté personnelle dans l'adhésion à la sagesse, à la religion, ainsi que la morale naturelle d'amitié, à ces conditions, les religions, oui, représentent la grande résistance spirituelle de l'humanité, d'abord à sa déshumanisation complète par le Léviathan, mais aussi à son suicide dans le Léviathan, qui, bien loin de nous garantir la paix, nous conduira fatalement à la guerre. Le Léviathan ne doit pas focaliser notre attention au point de nous empêcher de voir, n'est-ce pas, la véritable cause du mal. Comme on a dit, il y a guerre parce que l'homme désire l'infini. Et quand il ne cherche pas l'infini avec un grand I dans l'infini réel, qu'on appelle Dieu ou l'absolu, il est forcé de le chercher dans des ersatz, des biens finis qui sont infinitisés en imagination. Il en résulte une démesure qui est incompatible avec le partage équitable, la collaboration et la paix. Il y a des biens qui peuvent se partager et quand on les partage, ils grandissent. Il y a des biens on partage, et la pizza est partagée en plus de parts, forcément la part de chacun diminue. Ou alors il faut augmenter la pizza. Donc les grandes sagesses et les religions sont des facteurs de paix parce qu'elles évitent la démesure en orientant le désir humain vers l'infini réel et donc en le détournant de l'infinitisation de divers objectifs, ne serait-ce que la liberté humaine, qui est une grande chose, une belle chose. Mais si on l'infinitise, on absolutise la politique, et à ce moment-là, oui, on a à ce moment-là une philosophie de la guerre où on va à la guerre totale et à la stratégie d'anéantissement. Donc, vous voyez, je pense que les désaccords sur l'essentiel peuvent bien sûr devenir des facteurs de conflit. Il y a eu des guerres de religion, il y en aura probablement encore, on ne sait pas. Mais je pense que il faut avoir, d'abord il faut généraliser la notion de guerre de religion pour parler de guerre de culture. Parce que les guerres d'idéologie du XXe siècle n'ont rien de particulièrement religieux, et elles ont fait au moins autant de morts que toutes les guerres de religion des temps passés. Il y a la technique en plus, c'est vrai.
Bien. Et puis, je pense que toutes les guerres, après bien avoir bien réfléchi, je pense que toutes les guerres ont trois dimensions. Une dimension économique, follow the money, hein, c'est comme ça. Une dimension politique, c'est le pouvoir, l'indépendance, le rang, prestige, que sais-je. Et puis, il y a une dimension culturelle. Ah, c'est le sens de la vie, l'auctoritas. Hein, bien. Donc, et toutes les guerres ont ces trois dimensions. Alors, subjectivement, pour chaque acteur, ça peut varier. Puis aussi, il y a des facteurs purement subjectifs. Je vous dis, j'ai parlé de l'instinct suicidaire, par exemple, mais il y en a d'autres. Je crois que c'était Xénophon qui disait la guerre est la forme de chasse la plus intéressante parce que l'homme est le plus intelligent des animaux. Alors, voilà. Bref, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu du fait que, comment dire, la pensée des Lumières est allée au terme, et elle est passée à son opposé, comme disent les hégéliens. L'initiative repasse maintenant aux religions et sagesse. On va voir ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que le moment précédent sera annulé. On verra. On est vraiment une période qui, du point de vue philosophique, est extrêmement intéressante. Question 5. Vous soutenez que alors, on revient à la question actuelle, et elle me demande en somme qui peut gagner la guerre, puisqu'il y a guerre. En somme, je n'ai pas de boule de cristal, hein. Et d'ailleurs, je ne crois pas aux boules de cristal. Donc, elle me dit, vous soutenez que la fragilité psychique, l'irrationalité politique croissante et les polarisations sociales induites aux États-Unis par la culture postmoderne radicalisée, vous voyez ce que je veux dire, hein, de la race, le woke, enfin le délire, rendent assez improbable un brillant succès de cette tentative de reprise en main de la planète. Pensez-vous que la modernité russo-chinoise est plus résiliente que la postmodernité US? Alors, la modernité est toujours plus, je sais pas, Kant par exemple, vous voulez, hein, ou Hegel, enfin, et toujours Rousseau, toujours plus résiliente que la postmodernité, parce qu'elle offre le cadre d'une raison forte, quasi divine, hein, parce que elle propose des normes définies. La raison pratique est aussi solide que la géométrie, et elle offre un horizon de sens, c'est-à-dire l'accomplissement de la vocation de liberté du genre humain. Hein. Donc, humain, enfin Dieu c'est les hommes, quoi, hein, mais ils ne savent pas trop. Voilà, c'est ça, incontestablement, modernité, ça a de la gueule, on peut ne pas être d'accord, c'est quelque chose de considérable. La décomposition de la postmodernité, évidemment, a du mal à tenir la concurrence, si vous voulez. On reviendra, vous aurez peut-être des questions sur le sujet. Les Chinois, parlons un peu concrètement. J'ai lu récemment un bouquin de Wei Wang, j'espère que je n'écorche pas son nom. Je n'ai lu que la traduction anglaise de China Wave. C'est un bouquin intéressant. Ils essayent de se préserver de la postmodernité tout en essayant de combiner dans un état-civilisation, tradition et modernité. Ils ne voient pas comment se passer d'un pouvoir extrêmement fort sans prendre le risque de division et de pillage par le monde extérieur, comme au XIXe siècle, et en contexte de guerre mondiale, en plus, toute libéralisation est exclue. Il n'est pourtant pas improbable que ce pays si intelligent finisse par surmonter ce qu'il y a de dangereux à force d'être craintif dans un traditionnalisme un peu xénophobe, compréhensible vu l'histoire, et par comprendre en particulier les vertus irremplaçables du catholicisme, et par trouver son Constantin. Mais ça, c'est le rêve, bien sûr, du pape François. Ça explique sa politique.
je pense, avec la Chine. Et la pré-modernité, modernité, post-modernité. Quant aux élites russes, je les connais un peu, parce que l'armée m'avait envoyé plusieurs fois en mission là-bas, pas avec un casque, hein, ni en barbouze, intellectuel. Hein. Donc, quant aux élites russes, je pense que le problème culturel se pose là-bas en des termes qui ne sont pas si différents. La question, c'est finalement quelle civilisation voulons-nous? Puisque nous savons ce dont nous ne voulons pas, ce dont nous ne voulons plus. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Il faut le savoir. Les États-Unis. Et ils s'engagent dans cette guerre mondiale dans un état de division culturelle, d'affaiblissement industriel et d'inégalité sociale croissante. Prenez-moi bien, moi, quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais étudiant à l'école normale, la moitié de mes camarades étaient communistes. Moi, j'étais pas, ça me cassait les pieds. Et j'ai donc demandé à aller passer 1 an aux États-Unis pour respirer. Ce que j'ai fait. On me l'a accordé, j'y suis allé, considéré comme un monstre, ennemi de classe, enfin bref. C'est un très bon souvenir dans ma vie, c'est un grand pays, et lorsque je le vois aujourd'hui, il me semble si différent de ce que j'ai vu il y a quand même pas mal d'années, 40, mettons, et plus. Que c'est un chagrin, c'est presque un chagrin d'amour. Si l'Amérique était restée l'Amérique, son impérialisme ne me pèserait pas plus que ça. Je me dirais, nous savons ce que c'est que d'avoir trop d'Amérique, on ne sait pas ce que ce serait d'en avoir pas assez. Vous voyez, je raisonnerais plutôt dans cette ligne-là. Et d'autre part, dans le combat actuel, je parierais sans hésiter sur l'Amérique. Mais et comme l'Amérique malheureusement est devenue folle, eh bien, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, il y a un compromis historique en 1787, c'est la Constitution, entre protestants souverainistes et fédéralistes maçons, illuministes, éclairés. Non, ça va, vous êtes gentil. Donc, aussi un compromis très intelligent entre des élites très plutocratiques, mais une classe moyenne extrêmement nombreuse et possessionnée, avec toujours des présidents qui remettent la balle au centre, Jefferson, Jackson, Lincoln, Roosevelt. Le dernier qui a essayé, c'est Kennedy. Alors là, ça n'a pas marché. Il se retrouve entre 4 planches. Je sais pas si c'est... Bref. Sa mort est un mystère, n'en parlons plus. Enfin, toujours est-il que, à mon avis, c'est le dernier président qui a essayé de remettre la balle au centre. Trump, peut-être, mais il n'a peut-être pas le niveau pour ça. Enfin, quoi qu'il en soit, le compromis historique, si vous voulez, qui a fait la force des États-Unis, il leur a évité la tension entre la religion et la philosophie, les luttes entre la religion et la philosophie qui ont déchiré l'Europe, et d'autre part les conflits sociaux extrêmement graves. Ce compromis historique, il a volé en éclats. Mais les Américains ont été très justes entre blancs, avec les rouges, les Indiens. Bien sûr, ils ont été atroces, des génocidaires. Avec les Noirs, c'est ce qui en était aussi, c'est pas glorieux, mais entre blancs, ils ont été extrêmement justes. Et c'est cette justice, c'est cette intelligence politique très classique, n'est-ce pas? Quand on lit les Federalist Papers, par exemple, on reste extrêmement admiratif de cette sagesse politique classique. On croit lire du Cicéron ou du Thucydide, de l'Aristote. Bien. Donc, ce compromis historique a volé en éclats. Il n'a pas résisté à la révolution sexuelle, qui a brisé le socle moral commun, qui permettait de coordonner grosso modo, grâce à une morale commune, la philosophie et la religion, version protestante surtout. Donc, même les élites sont extrêmement divisées.
l'équilibre entre la prospérité d'une puissante classe moyenne propriétaire et l'initiative d'élites très riches a elle aussi été rompue. Bref, les élites sont même elles-mêmes divisées entre partisans d'une modernité religieuse de matrice essentiellement calviniste et qui devient anti-philosophique. Donc c'est le schéma du XVIIIe siècle français, hein. Et ceux d'une postmodernité woke, n'est-ce pas ? Il y a une philosophie qui d'abord philosophiquement est très faible, hein, et puis qui devient intolérante en matière religieuse. Donc il semble probable que les conservateurs souffrent aussi d'un déficit de culture classique et soient eux aussi profondément pénétrés par le subjectivisme radical postmoderne, déficit d'objectivité. Donc je crains. Je dis pas j'espère, pas je souhaite, je dis pas je sais. Je crains que le conflit actuel ne se traduise par la perte de l'hégémonie. Cela causerait une grande souffrance sociale, mais aussi un trauma spirituel considérable. Question 6 et dernière, me dit-elle, ce qui frappe, c'est que nous n'entendons pas parler de négociations. On veut continuer tant que l'usure de la Russie ne sera pas jugée suffisante. À ce moment-là, ou avant, vous dites, s'ouvrira sans doute une phase chinoise de la guerre. Cette guerre peut-elle donc marquer un tournant dans l'histoire du monde et de la civilisation? Moi, je réponds. Alors, encore, je suis pas prophète. Mais enfin, je pense qu'avec une bonne philosophie, on peut voir la philosophie comme si c'était de l'histoire, et l'histoire comme si c'était de la politique comme si c'était de l'histoire, et l'histoire comme si c'était de la politique. Donc, je dis cette guerre est une troisième guerre mondiale qui a pour objet la constitution future de l'humanité. Elle ne peut s'arrêter que par la victoire d'un camp ou par une médiation particulièrement inventive et d'un grand poids politique et spirituel. Concrètement, l'Europe, culturellement ancrée, c'est-à-dire, l'Europe n'existe pas, elle n'est pas ancrée. Mais, bref, en attendant, c'est le grand jeu classique. Le principal rival des États-Unis, c'est la Chine. C'est pas le seul. Une Europe de l'Atlantique à l'Oural, donc une Europe non découplée de la Russie, serait un rival encore plus dangereux que la Chine. Donc le seul moyen des États-Unis pour soumettre la Chine sans guerre, c'est de la priver, à mon avis, d'un libre accès à l'énergie et aux matières premières. Et le seul moyen pour cela, c'est de désintégrer la Fédération de Russie. Et d'en contrôler les débris. Cette opération fait d'une pierre deux coups, en excluant d'Europe la Russie. Donc, les choses sont, si vous voulez, à un certain moment, la politique, c'est comme le jeu d'échecs, c'est-à-dire il n'y a pas de secret. Bien sûr, il y a des petits secrets, il y a des choses cachées, il y a des trucs qu'on cache, il y a des petits complots par gauche, à droite, etc. Mais ça, c'est au niveau tactique, au niveau stratégique, tout est sur la table. Et si on regarde, ça devient relativement clair. Donc, sans l'hégémonie, le règne du dollar prend fin. Sans le règne du dollar, l'hégémonie n'est pas possible. Avec la fin du règne du dollar, le régime libéral, trop inégalitaire, est exposé à une révolution ou contraint à une évolution dictatoriale. Donc, si cette guerre est perdue par les USA, le modèle américain n'y survivra pas. J'ajoute que l'UE et l'OTAN, qui sont les deux institutions qui assurent, je dirais, l'américanisation de l'Europe, n'y survivront sans doute pas. Je pense que ce sont les buts de guerre de la Russie et de la Chine. Donc, en attendant la décision ou la réforme mondiale, pas impossible, la guerre durera,
à mon avis, parfois coupés de trêves, qui ne résoudront rien. Comptera plusieurs campagnes. Après l'Ukraine, ou en même temps, un second front s'ouvrira sans doute à Taïwan, ou un troisième en d'autres lieux. La Chine, c'est très bien quelle est sa situation. Si vous voulez vaincre l'Allemagne, il faut lui imposer une guerre sur 2 fronts, sinon vous perdez. Bien. Donc, la Chine veut nécessairement que la guerre se déroule sur 2 fronts. Si un suffit, tant mieux, sinon il y en aura 2. Dans ce contexte, l'Europe, j'avais écrit jadis un livre qui s'appelait « Penser la guerre pour faire l'Europe ». La guerre, c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis. Donc, l'Europe est politiquement inexistante dans ce contexte. Par solidarité idéologique woke, les classes politiques et les élites politiques, les élites européennes, dans leur vaste majorité, s'alignent passivement sur les positions US. Donc l'Europe, qui se suicidait démographiquement, est donc en outre en train de se suicider économiquement dans ce conflit. C'est elle qui, normalement, tiendrait dans ses mains le sceptre de la médiation nécessaire, si elle ne persistait pas dans son suicide culturel, qui est un déni de mémoire civilisationnelle. Parce que le postmoderne détruit aussi bien la philosophie des Lumières que le christianisme. C'est hallucinant, n'est-ce pas? Plus la simple raison et le bon sens. Donc, voici pourquoi elle est réduite à l'insignifiance diplomatique et à l'impuissance politique. Je répète que j'avais écrit en 2010 un livre intitulé « Démocratie durable, penser la guerre pour faire l'Europe ». Comme nous n'avons pas pensé la guerre, je ne suis pas certain que notre démocratie sera durable. Il faut imaginer le scénario si l'hégémonie US s'effondre. Forcément, c'est la révolution aux États-Unis. Forcément, chez nous, tous les régimes pro-US sautent, comme des bouchons de champagne. C'est le chaos. Parce qu'il manque total d'imagination dans la classe politique à cet égard, c'est affolant. Bien. Donc, et après le chaos, il m'étonnerait qu'il y ait la démocratie. Voilà, c'est tout. Alors, les questions-réponses. Ici. Bonsoir. Alors, très bel exposé notamment sur l'Europe et sur son suicide collectif, mais nous n'insisterons pas aussi au suicide de tout simplement de la démocratie, parce que plus on va avancer dans le conflit et plus la dictature se sent de plus en plus. On a notamment sur la criminalisation de la pensée et, comme vous l'avez dit, une dictature orwellienne, parce que la propagande de l'Union européenne, on la voit même au sein de Paris, avec des affiches liberté, paix et indépendance énergétique. C'est dans, vous voyez, la propagande de type orwellien et la dictature avec la criminalisation de tous ceux qui sont contre la guerre. Je veux dire, même s'il n'y avait pas la guerre, il y aurait forcément une évolution, je dirais, vers le mensonge. Nous sommes des animaux raisonnables. Enfin, saint Thomas d'Aquin dit, je vous le dis en français, l'animal raisonnable, le plus souvent, agit de façon déraisonnable. Non. Donc ça limite le propos. Mais nous sommes quand même des animaux raisonnables. Donc, nous sommes capables
de connaissance objective. Et c'est pour ça que nous sommes libres. C'est-à-dire que entre l'influx sensoriel et l'influx moteur, il y a une sorte de débrayage qui se produit. S'il ne se produit pas, on est vraiment une espèce de brute, on est dans la sauvagerie pure, mais qui n'existe d'ailleurs pas. Et très rarement, c'est pathologique. Donc, et on se pose des questions. Ces questions, on va essayer d'y répondre en utilisant les principes de la raison, les principes de la conscience, les principes de la culture. Et alors, on prend des décisions. Voilà. On comprend bien que s'il n'y a rien de vrai, il n'y a rien d'objectif, l'humanité devient un asile de fous, n'est-ce pas? Un asile de fous. Je pense que si un asile de fous était une démocratie et devait se choisir une philosophie officielle, il choisirait la philosophie woke. Voilà. Et c'est pour ça que il faut voir comment la liberté humaine, lorsqu'elle se sépare à la fois du bien et du vrai, équivaut à une perte de la raison, et par suite à une perte de la liberté. Autrement dit, comment vous dire, je pense que au lieu avant d'essayer de désigner, je dirais, des coupables et des acteurs maléfiques, si vous voulez, de nos malheurs, il faut aussi accepter de rentrer en soi-même, d'examiner sa propre culture et de dire où est-ce que j'en suis dans ma pensée de la liberté. Est-ce que ma pensée de la liberté supporte ou non la vérité objective? Si je ne peux plus la supporter, eh bien, s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus que le pouvoir, que disait Madame Arendt. Sans le despotisme de la vérité, c'est le despotisme tout court. Et j'ajoute un monde complètement ingérable, un pouvoir totalement impuissant, qui a tout pouvoir pour détruire toute structure sensée, raisonnable, naturelle, historique, toute loi humaine, divine, fondamentale, mais qui est totalement incapable de faire adopter les moindres décisions de simple bon sens. Vous comprenez? Donc, c'est un problème d'autorité. L'autorité, c'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est de pouvoir botter l'arrière-train et de contraindre les gens. Voilà. Il y a des lois, il y a des sanctions, on l'applique. Si on n'applique pas, on est puni. Voilà. Tout le monde l'admet. Mais on l'admet pourquoi? Si on vous dit ça comme si on essaie de gouverner comme ça, vous vous révoltez. On l'admet parce qu'on pense que c'est raisonnable, parce qu'on pense qu'il y a un arrière, un fond. Donc, le fond aujourd'hui, c'est la liberté, c'est devenu l'arbitraire. Un de mes amis canadiens, auquel j'avais envoyé pour lecture critique un article que j'ai fauté, mais non encore publié sur le woke, me disait « je tiens absolument à porter à ta connaissance un fait, le dernier dans le genre. Dans une prison, un détenu condamné à de nombreuses années pour viol d'un enfant s'est inventé une identité de nourrisson. Moyennant quoi, l'institution pénitentiaire lui donne sa nourriture au biberon. Et, tenez-vous bien, lui fournit des pampers. Quand je dis que nous sommes chez les fous, je n'exagère pas. Le problème, c'est que si vous dites au Canada que on est chez les fous, vous vous retrouvez en prison. Voilà. Heureusement, et j'espère que ces maudits Français un peu moins fous quand même. Mais ça reste à voir. Je ne sais pas. Nous verrons. Alors le monsieur dans le fond, levez-vous et... Ouais. Alors, ma question, c'est vraiment une question de sémantique. Parce que vous
avez parlé de modernité et de postmodernité. Moi, je vois pas la différence, sincèrement, parce que de ce que j'ai compris, je reste professionnel, je vous ai caractérisé la postmodernité par des pulsions, une perte de rationalité, essentiellement. C'est essentiellement ça. Et donc, vous avez parlé comme modernité, la modernité chinoise, la postmodernité de la philosophie woke. Voilà. Mais la modernité chinoise, c'est quand même une philosophie, on a ce qu'on appelle les kids, devenus comme nos kids, des gens qui ne veulent pas d'enfants, des familles qui n'ont aucune notion du coup de la famille au sens élargi, avec des cousins et tout, puisqu'on a une personne qui a un enfant, pour 2 générations, il y a plus de cousins. C'est des gens qui sont tout à fait à l'aise avec la collaboration et le contrôle le contrôle permanent. Ça me paraît quand même être une société qui est extrêmement décadente et qui n'a pas tellement d'horizon, ne serait-ce qu'à moyen terme. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre, vraiment c'est moi de la sémantique, ce que vous appelez modernité et postmodernité. Je vais pas comprendre. C'est une question excellente parce que tout à fait fondamentale. Et dans ce livre, j'ai un certain nombre de passages où j'essaye d'expliquer, je ne vais pas vous les infliger, vous les retrouverez aisément. C'est un livre qui est construit, qui est écrit en français, comme disait Bergson. Les problèmes philosophiques sont les problèmes de tout le monde, et c'est pour cela que il se laisse traiter avec un langage ordinaire. J'ai été frappé de voir que des penseurs incompréhensibles, apparemment, comme Hegel, sont relativement, quand vous avez compris, c'est simple comme bonjour. Un penseur comme Descartes, qui écrit dans une langue parfaitement compréhensible par tout le monde, et d'une profondeur abyssale, n'est-ce pas? Donc, je pense que la question de la modernité et de la postmodernité est très importante. Alors, la modernité, quand est-ce que ça commence? Les premiers modernes, je ne vais pas vous faire toute une histoire de la philosophie, ça vous barberait, mais fondamentalement, ça commence au XIVe siècle. D'ailleurs, les modernes, ça veut dire, ça vient de Odier, moderne, donc c'est d'aujourd'hui. Les modernes sont ces gens d'aujourd'hui. Nous sommes tous des modernes, nous sommes tous des gens d'aujourd'hui, de notre présent. Pour clarifier, la grande modernité, c'est Kant, par exemple. C'est certainement le plus grand penseur de la modernité. La postmodernité, c'est Nietzsche. C'est tous des Allemands, bien, comme ça. Alors, il y a Descartes, mais Descartes, c'est autre chose. C'est autre chose. Et Descartes, je vous passe Descartes. La modernité. Les deux ont en commun la liberté. Mais, les deux ont en commun la liberté. Le but, c'est toujours la liberté. L'accomplissement de la liberté. Et donc, la démocratie, c'est l'aspect politique, si vous voulez, de la liberté. La liberté, c'est une morale, c'est une religion, c'est une mystique, c'est une éthique, c'est un sens à la vie. Bien. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un méchant contre lequel se libérer, parce que sinon la vie n'aurait plus de sens. Non, alors, donc liberté. Mais dans la modernité, vous avez la raison, vous avez la loi morale, vous avez la science, vous avez ce que j'appelle une raison forte, n'est-ce pas? Et tout est subjectif, mais tous les sujets que nous sommes, Pierre, Jacques, Paul, Marie-Antoinette, Joséphine, etc., tous les sujets ont en commun un sujet, le sujet fondamental, leur subjectivité fondamentale, pure, transcendantale, absolue, c'est quelques noms que vous lui donniez. Et ce qui est objectif, c'est ce qui est subjectif pour cette subjectivité une, qui est la même pour tout le monde. Et ça se retrouve dans la sphère de la morale, comme dans la sphère de
dans la sphère de la pensée théorique. Donc vous avez la science, qui est vraiment une science, et vous avez une morale, et vous avez une réflexion transcendantale sur, en gros, une sorte d'autoconscience de la raison en son absoluité, si vous voulez, qui, elle aussi, a un caractère objectif, même si les écoles diffèrent un peu dans leur compréhension. Donc c'est un système très fort. Et c'est ça les Lumières. Vous avez un beau livre de Ernst Cassirer, qui était le plus grand universitaire allemand entre les deux guerres du dernier siècle. Ernst Cassirer, C-A-2-S-I-R-E-R, Ernest, donc Ernst Cassirer, et ça s'appelle La philosophie des Lumières. C'est un livre qui n'est pas très gros par rapport à ceux qu'il écrit d'habitude, et très très intéressant. Il montre bien que la philosophie des Lumières, surtout en Allemagne, les signes, etc., ce n'est pas du tout comme en France quelque chose d'un peu polisson, essentiellement politique, etc. Non, c'est une philosophie religieuse. Il y a un mysticisme, c'est une sorte de tentative de faire une sorte de vrai christianisme, comme si finalement Jésus-Christ, comprenant qu'il était Dieu, n'était qu'un homme, comprenant ce que c'est qu'un homme, quoi, si vous voulez, quelque chose comme ça. C'est un humanisme absolu, hein. Cet humanisme absolu est difficile à porter. Et essentiellement la morale est difficile à porter pour deux raisons. Une séparation brutale entre la subjectivité et l'objectivité qui fait que l'homme, c'est un esprit, se conçoit comme un esprit qui est collé à une mécanique, ou comme une mécanique qui se demande pourquoi elle a bien une conscience, ça devrait marcher tout seul dans la et il doute de sa liberté, il doute d'avoir une âme, ou alors il ne sait pas quoi faire de son corps. Bref, la morale devient un problème. La morale devient névrosante. Hein. C'est une structure qui apparaît au XIVe siècle, c'est très important, hein, à l'intérieur même du christianisme, et qui ensuite se sécularise, si vous voulez. Je passe, hein, mais c'est un point très très important. La critique postmoderne, c'est la critique de la morale. La critique de la morale, généalogie de la morale, par-delà le bien et le mal, etc., etc. La morale qui névrose. Le triomphe de Freud je dirais, est dans le même genre. C'est-à-dire que, donc, la vérité devient une fiction comme une autre. La vérité devient une fiction. Et quant à la morale, ce n'est qu'une affirmation, Chacun a sa morale, chacun a son degré de puissance. Alors ceux qui sont pas très puissants veulent limiter les autres, les culpabiliser, les limiter, et puis les autres stupidement parfois se laissent avoir, au lieu d'y aller franchement et joyeusement, hein. Donc dans Généalogie de la morale, on voit faut libérer le fauve. Pour nous, vivons la seconde postmodernité. Nous avons vécu la seconde postmodernité. Les gens de votre âge ne connaissent que celle-là. La seconde postmodernité, c'est la libération du sexe. Mais première postmodernité, c'est avec Nietzsche en particulier, c'est la libération, je dirais, du fauve. C'est la libération de l'homme en tant qu'agressivité, en tant qu'animal dominateur et dominant, n'est-ce pas? Et qui doit pouvoir exprimer en pleine santé sa supériorité à la fois individuelle et collective, raciale, si vous voulez. Hein. Il y a un caractère, naturiste, barbare, n'est-ce pas, barbare. Il y a des citations sur la bête blonde, n'est-ce pas, hein, important. Donc la postmodernité. Donc la postmodernité, c'est pas Michel Foucault, vous voyez, c'est des choses, c'est beaucoup plus, c'est pas même le woke, ça, ce sont des produits de décomposition ultime. Il faut voir les choses dans leur belle forme, si vous voulez. Et là, vous la trouvez chez Nietzsche. Hein, secondairement, c'est Freud, à mon avis. Voilà. Donc, pour dire les choses très rapidement, vous avez toujours la liberté, mais dans un cas, une liberté qui se cherche dans la raison,
et dans un cas, une liberté qui se cherche dans une sorte d'au-delà de la raison, et qui n'est pas religieux, qui n'est pas mystique, qui est irrationnel, profondément. Et je pense qu'il est impossible. Alors maintenant, pour revenir sur la Chine, c'est un monde, la Chine, hein. Vous comprenez, c'est comme l'Europe, quand on dit Europe, même la France. Donc, le Léviathan n'est pas simplement un produit occidental. Dans mon esprit, quand je parle du Léviathan, je ne fais pas forcément une critique je dirais, du globalisme occidental, pseudo-démocratique, n'est-ce pas? Non. Je pense que c'est une tentation pour tout le monde, aujourd'hui. Et ce sera une tentation perpétuelle. Et que je dis qu'il faut prendre la mesure du mal, en gros, de là où nous irons, et prendre les moyens culturels et politiques et économiques aussi pour ne pas y aller. J'ai répondu, j'espère, un peu à votre question. Si vous voulez plus, j'aurai plaisir à vous dédicacer mon livre. Vous avez soulevé d'autres questions et vous avez répondu à celle que j'ai posée. Comment? Vous avez soulevé d'autres questions et vous avez répondu à celle que j'ai posée. Merci. Bon, alors monsieur, si vous pouvez vous rapprocher et parler suffisamment fort pour que les gens vous entendent. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence, c'est passionnant. Je trouve votre constat ou votre prédiction très juste, mais je me demande si elle n'est pas un peu défaitiste. Puisque si j'ai bien compris votre propos, vous dites que donc la guerre pourrait solder par une victoire de l'alliance russo-chinoise, et avec du coup une défaite des USA et une décomposition du modèle libéral, et que de manière fatale, ça mènerait l'Europe dans une espèce de dictature postmoderne. Est-ce que finalement, ça pourrait pas au contraire nous permettre de retrouver une logique multipolaire et d'essayer de penser, d'adapter un nouveau modèle? Et je trouve aussi que vous prêtez trop de crédit et de puissance à ce que vous appelez la postmodernité woke, parce que finalement, wokisme, ça repose sur beaucoup d'idéologies et aucun fond ni scientifique, ni philosophique, ni rien. Donc, est-ce que c'est pas juste une espèce de lubie qui va s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée? Enfin, voilà. D'accord. Bien. Merci. Merci. Là encore, très bonne question. Je n'ai pas à donner des bons points, mais non, moi je ne suis pas défaitiste. Je pense. J'aurais tendance à dire, je crois et je sais qu'il y a dans notre culture des ressources considérables et je pense que nous en sortirons. J'aimerais écrire un livre qui s'appellerait L'avenir de l'humanisme. Je pense que c'est un programme pour beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et je pense que nous parviendrons à un renouveau culturel, tout simplement parce que maintenant on se rend bien compte que ça ne fonctionne plus, que les gens sont malheureux, qu'il y a une crise neuronale, si vous voulez. Parce que deviendrait la société si on enlevait à la fois la télévision, l'internet, les somnifères, les anxiolytiques, les antidépresseurs. Je ne sais pas à quel niveau montrer les taux de suicide. Je crains qu'ils soient extrêmement élevés, n'est-ce pas? Donc, non, c'est pas durable, n'est pas viable. On voit bien que l'état actuel
notre humanisme totalement dégénéré, n'est-ce pas, est incapable de produire de l'autorité, et donc que le pouvoir n'a plus de pouvoir. Par ailleurs, les oppositions sont incapables de se structurer véritablement. C'est-à-dire, nous avons des jacqueries, une jacquerie après l'autre, mais les jacqueries n'aboutissent à rien. Parce que pour qu'une jacquerie se transforme en révolution, il faut avoir un projet, il faut avoir une base, il faut avoir des principes, il faut accepter une discipline, des sacrifices, bref, une lutte, prendre des coups. Vous comprenez, il suffit de signer des pétitions et d'aller se balader dans une rue pour considérer qu'on est un grand révolutionnaire, c'est des blagues. Des révolutionnaires comme ça se traite au jet d'eau et au gaz lacrymogène, c'est tout. Ou pire, un peu pom-pom, et puis il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a rien. Bon. Et les gens se disent, tous les possédants en particulier, se disent, bah, écoutez, il n'y a rien en face. Et il y a le chaos. Vous choisir. N'est-ce pas? Donc, non. Alors, je ne suis pas défaitiste. Si je pense que il y a une différence de potentiel énorme qui fait que maintenant, on veut revenir simplement à la nature, à Dieu, à l'absolu, à la raison, à vos principes. Sagesse, religion, tradition au bon sens du mot, hein, vivante. Et que je pense que ça se produira. Ça se produira d'un coup. D'un coup. T'es très frappé par, j'ai vécu, m'a raconté une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais je vous la conte pour bien vous montrer comment ça finit. L'histoire se passe au ministère de l'Intérieur de l'Union soviétique finissante, et il y a le ministre, puis il y a les sous-ministres, les directeurs, etc. Tout ça parle la langue de bois, blablabla. Et puis, imagine, Bruxelles. Donc, et dedans, il y a un petit jeune. Il y a le stagiaire ENA, si vous voulez, qui est là, et qui doit prendre les notes pour rédiger le compte-rendu à la séance après. Donc ça dure 2 heures, puis on s'arrête pour prendre des petits gâteaux et du thé pendant un quart d'heure. Et le stagiaire fait la jeune fille de la maison, quoi. Il donne les gâteaux, il passe de groupe en groupe, puis il laisse traîner son oreille. Et puis on se remet à parler. Et au bout de 10 minutes, 5 minutes peut-être, le stagiaire lève le doigt. Stupéfaction. Le ministre, tout le monde le regarde. Le ministre le regarde et lui dit: tu as quelque chose à dire, petit? Et, ou camarade, tu as quelque chose à dire? Et, oui, camarade ministre. Parce que, vous comprenez, je ne sais pas, je dois rédiger le compte rendu, mais je sais ce que vous avez dit pendant les 2 premières heures. C'est très clair. Mais, en passant dans les groupes, vous disiez tous le contraire. Et maintenant que vous êtes de nouveau en réunion, vous dites le contraire de ce que vous avez dit en petit groupe. Alors je ne sais plus ce que je dois écrire. Silence de mort. Et le ministre, c'est le miracle qui se produit. Le ministre éclate d'un rire énorme. Et après quoi il dit, paraît-il, camarade, c'est le petit qui a raison. Alors, on arrête de dire des conneries et on parle. C'est tout. À un moment donné, tout le monde sait que tout le monde ment. Tout le monde sait que tout le monde sait que tout le monde ment. Alors, à un moment donné, crac, la banquise craque et on arrête de dire des bêtises et on parle. C'est tout. On se met à parler à propos, comme dit Descartes. À propos. Comme il dit, une machine pourrait parler, mais elle ne parlerait pas à propos. Donc, lorsque nous nous laissons transformer en machines qui parlent, alors il faut apprendre à parler à propos. D'un moment, et quand ça devient une question de vie et de mort, vous comprenez,
Parce que maintenant, le régime politique finit par être en jeu, le sens de la vie est en jeu, la santé mentale est en jeu, l'éducation, l'état de nos finances et ce qu'il est. Je veux dire, en fait, si on arrêtait d'emprunter, on réduirait les retraites d'un quart et les salaires de fonctionnaires d'un tiers, et tout le monde le sait. Alors, où ça va aller? Il y a une discussion de... Maintenant, à un certain moment, il faut arrêter de jouer. Et pour ça, il est question de... Mais pour l'instant, on est encore dans la convulsion désespérée et le déni de réalité, je pense. Ça ne durera pas. Donc pour cette raison, je ne suis pas du tout défaitiste. Je pense que simplement, à un moment donné, il faut... et à un moment donné, les choses se retournent. Il y a des mécanismes correctifs dans la nature humaine comme dans tout fonctionnement vivant. Donc ces mécanismes finiront par jouer. Voilà, j'en suis persuadé. Alors il y a le monsieur ici, je voudrais voir ceux qui veulent poser des questions. Monsieur là-bas, allez-y. Oui. Je voulais savoir si vous avez une idée de comment on est passé au début des années 90 à une philosophie plutôt pacifiste après la chute de l'Empire soviétique. On se dit voilà, finalement on a résolu les choses, on est dans une paix joviale, etc. Et ça a duré 2-3 décennies comme ça. Et comment brusquement, au niveau de la doxa, on peut passer à ce côté va-t-en-guerre en Europe. Et je trouve ça un peu surprenant quand même. Ah oui, c'est Fukuyama et les autres. Oui. Bah, en soi, c'est simple. C'est simple. Et la grande modernité a produit trois grandes idéologies, le fascisme, le libéralisme et le communisme. Deux ont été éliminés. À un moment donné, il n'y avait plus que la troisième, et ceci a coïncidé avec l'établissement d'un monde, où les États-Unis étaient l'unique puissance. Voilà. Donc, on a eu l'illusion que ceci est effectivement. La formule de paix par l'Empire n'est pas une formule vaine. Alexandre le Grand a inventé ça. Il pensait, il disait, s'il y a un seul chef, c'est ce qu'on a dit, c'est le Léviathan universel. S'il y a un Léviathan universel, effectivement, ou un empire universel, il y a la paix. Si cet empire universel en plus est incarné dans une démocratie relativement présentable, qui garde les libertés publiques, assure une certaine prospérité, c'est une situation relativement enviable. On peut considérer que le projet hegelien, je dirais, d'empire, de la liberté, se trouve réalisé. Hegel aurait préféré que ce fût sous une forme germanique, mais enfin, il envisageait aussi la possibilité que ce fût sous une autre forme américaine, donc plutôt anglaise, anglo-saxonne. Bien. Et puis il se trouve que je veux dire, les États-Unis n'ont pas été à la hauteur de leur chance historique. Franchement, si je devais comparer le ratage extraordinaire, je ne pourrais le comparer que à la France sous Louis XV, si vous voulez. C'est-à-dire, Louis XIV laisse une France épuisée, mais quand même avec une main gagnante, et une lucidité extraordinaire, une lucidité extraordinaire de réalisme politique. Et je ne vais pas entrer dans le détail, enfin, les historiens pourraient vous le dire mieux que moi. Et
le règne de Louis XV représente un saccage de cette main gagnante, absolument catastrophique. Louis XIV disant il faut bloquer systématiquement tout progrès de la maison de Savoie en Italie et tout progrès de la maison de Prusse en Allemagne, n'est-ce pas? Nous avons fait exactement le contraire, avec soin. Nous stabiliser par une alliance avec l'Autriche, qui est automatiquement, mais la Russie, parce que la Russie et l'Autriche c'est la même chose, hein, donc ça fait, plus rien ne peut bouger sur le continent. La France arrête tout marche à l'est, c'est terminé, et satisfaite, conservatrice. Hein. À ce moment-là, elle se tourne vers l'extérieur, vers le monde extérieur, vers les mers. Donc c'est les Anglais. Donc ou bien ils sont raisonnables, ou bien ils négocient et ils ont une part du gâteau et nous on prend la part du roi, ou bien ils sont pas raisonnables, on leur prend tout. Voilà. C'est simple. Et c'est cette guerre, c'est cette grande guerre mondiale, si je puis dire, qui est perdue lors des deux guerres de 7 ans et la guerre absurde de 1740, etc., etc. Bon, on peut voir ce que c'est que des mauvais chefs qui, avec une main gagnante, perdent. Je pense que les Italiens ont perdu. Ils avaient l'initiative, ils pouvaient tout faire. Ils pouvaient faire quelque chose de très très bien, hein, honnêtement. Et ils ont fait quelque chose je dirais, de gagne petit et de mesquin. À un moment donné, il faut essayer de s'élever au-dessus de soi-même. Et là, ils ont, en particulier, ils ont détruit leur industrie en la délocalisant massivement. Ils ont élevé la Chine. Ils ont voulu piller la Russie d'une manière totalement déraisonnable et la mettre plus bas que terre. Ils ont établi un système de surveillance qui est indigne de leur tradition démocratique, etc. Je veux dire, ils essayent enfin, bref, l'absence de réaction du gouvernement allemand aux actes inadmissibles, hein, contre leur potentiel économique, montre le degré de contrôle. Je veux dire, il y aurait un gouverneur américain en Allemagne, je ne suis pas certain que la politique serait extrêmement différente. Hein. Donc, bon, c'est une politique excessive, si vous voulez, une politique profondément excessive et démesurée. Et je pense que cette politique excessive et démesurée finit par comme toute politique démesurée qui n'assume pas véritablement le bien commun, eh bien, elle finit par se heurter à un mur d'opposition. Voilà. Après, il y a les évolutions démographiques, le développement de l'Inde, du Brésil, etc., de tous ces pays. Maintenant, on était plus sous l'angle, disons, de la propagande, en fait, pacifiste, si vous voulez, d'un côté, puis après d'une propagande de bat-en-guerre. Oui. Mais on n'est pas vraiment dans le bat-en-guerre, parce que je veux dire qu'on a eu combien d'hommes tués là-bas, je veux dire, pour le moment, zéro. Enfin, en tout cas, c'est aucun officiellement, en tout cas, n'est-ce pas? Donc, c'est une guerre essentiellement rhétorique pour le moment. Les seuls qui meurent, ce sont les Ukrainiens, plus probablement des volontaires polonais en assez grand nombre, mais c'est tout. En collègue qui vous a précédé, vous parlez de 100 000 morts du côté de l'Ukraine et 100 000 morts du côté russe. Dieu seul sait les chiffres, on les saura. Pour les savoir vraiment, il faut faire un travail de Romain qui consiste à aller vérifier tous les enterrements. Tous les enterrements, et après il y a une part subjective, mais ça, comme c'est des sources ouvertes, c'est faisable. Et après, il faut faire une péréquation, parce tous les morts ne sont pas enterrés, etc. Donc, alors après, part de subjectivité. Moi, je suis incapable de savoir. Alors là, je veux dire, au doigt mouillé, je n'en sais rien. Hein. En tout cas, moi, je n'en sais rien. Voilà. Beaucoup de oui. Ce qui me frappe, c'est le contraste entre
oui, les propos guerriers et belliqueux, je dirais, et puis en réalité l'absence totale le soin très précis de ne pas entrer en conflit. Je ne sais pas. Il faut jamais. Je crois qu'il est une des conditions de l'amélioration de la situation, c'est de ne plus prendre les médias trop au sérieux. C'est-à-dire, mais les médias, parce que vous connaissez la théorie de la connaissance de Kant, n'est-ce pas? Il dit il y a les choses en soi qui sont un X inconnaissable, et puis il y a les phénomènes spatio-temporels, une sorte d'image spatio-temporelle qui est claire, distincte, si vous voulez, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Dieu seul le sait. Alors je ne sais pas si c'est une bonne théorie de la connaissance, moi je suis plutôt contre, mais je pense que c'est une très bonne théorie de l'erreur, et une très bonne théorie de la télévision, une excellente théorie de la télévision. Donc on vit dans le phénomène, on réagit au phénomène au quart de tour, mais le monde réel, au-delà du phénomène, qui est la seule chose qui compte finalement, eh bien, on ne sait plus ce qu'il est. Donc, faut-il donc se soucier tellement de toutes ces agitations insignifiantes? Vous voyez, un des problèmes de la France, peut-être d'autres pays, c'est que les élites ne vont plus vers la politique. Et on est gouverné par des seconds couteaux, n'est-ce pas, plus ou moins prétentieux. Et et donc il y a un moment où sortent pas du bois mais du peuple, les Périclès, si vous voulez, qui expriment vraiment. Et Périclès était un homme qui était capable c'était une démocratie, Athènes. Il était capable d'aller devant le peuple et dire peuple d'Athènes, écoutez-moi. Je modernise un peu le propos. J'ai regardé les sondages, je sais que vous êtes aux 2/3 pour telle mesure ou contre telle mesure. Bon, bien, moi, Périclès, je suis pour, je suis contre. Enfin, je suis pas d'accord avec vous. Comme vous êtes des gens intelligents, et que vous voulez le bien de notre pays, que nous chérissons tous, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, vous avez tort. Quand je pense que vous êtes intelligent, je crois que vous serez convaincu à la fin. Voilà. Alors, il y a bien quelques sifflets, etc., mais enfin, quand même, écoute, il parle, c'est clair, ça coule de source, on passe au vote, et Périclès l'a emporté. C'est tout. Parce que le peuple est intelligent. Vous comprenez? Et parce que il a de l'autorité. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'avoir une propagande qui raconte des sornettes toute la journée, 24 heures sur 24, en boucle, faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Vous voyez, pas besoin d'avoir des flics et des espèces de machins. De mon temps, les flics, c'était joli. Enfin, c'était ça. J'ai lu 68. Moi, je suis assez jeune, donc c'était. Là, maintenant, on a l'impression que c'est Star Wars. Enfin, pas Star Wars, mais pas trop quoi. Robocop, hein. Comment? Robocop. Oui, voilà, des trucs, c'est horrible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, parce qu'en fait, moi, c'était vraiment c'est le point de vue des gens autour de moi, si vous voulez. Dans ma génération, tout le monde était pacifiste. Or, aujourd'hui, on a vraiment des gens, des femmes qui disent à leur mari, mais vous êtes complètement fou, tu devrais aller en Ukraine, des choses comme ça. Des choses assez, assez folles, hein, quand même. Et il y a vraiment, on dirait qu'ils vont prendre les armes et partir, mais pas du tout, évidemment. Mais c'était dans l'idée, hein, c'était le pacifisme ou être battant. Le pacifisme, je vais vous dire, le problème de fond, moi j'ai été recruté aux écoles de Coët-Quidon pour enseigner l'éthique militaire. Et le problème fondamental de l'éthique militaire, c'est l'homicide. Comment
Un homicide n'est pas un meurtre. Peut-il ne pas être un meurtre? C'est pas si évident que ça. Comment un militaire est autre chose qu'un tueur à gages qu'on ne traduira pas en justice? Voilà. Ça, c'est Et comment est-ce qu'un militaire, se regardant honnêtement dans la glace, peut dire je suis autre chose qu'un tueur à gages, qui est servi une sorte de viol collectif des intérêts du pays d'à côté. Bon, donc ça c'est la question. L'autre qui est la solution, c'est de voir comment les droits individuels cèdent à un certain moment devant le droit au bien commun, si je m'exprime ainsi, qui est la condition pour qu'il puisse exister des droits individuels. Mais évidemment, il faut savoir équilibrer les deux, sinon on arrive à une solution totalitaire ou alors à une sorte d'impuissance où il n'y a plus de force publique possible. L'autre problème, là on en vient à la question du pacifisme dont vous parlez, c'est que on est moralement devant un dilemme. C'est-à-dire, c'est clair que la guerre a quelque chose de profondément immoral. C'est la violence et c'est la ruse, le stratagème. Bien, mensonge, on peut dire. Et c'est tout à fait contraire à la loi naturelle de l'homme qui est l'amitié, et pour lui la paix, la justice, la bonne foi. Bien. Mais le pacifisme pur, qu'est-ce que c'est? C'est l'interdiction complète de tout acte, de toute défense armée collective. Considéré comme immoral. Ça veut dire que toute légitime défense collective est immorale. Ça veut dire que toute agression est sûre, dans ces conditions, de se trouver libre d'agir face à une abstention complète. Donc, si vous voulez... Donc, le pacifisme est immoral. On peut faire l'hypothèse théorique où vous avez un affreux ennemi qui veut à la fois le pillage, l'anéantissement, l'extermination et l'avilissement moral, la perte des âmes, tout le pire qu'il puisse imaginer, et vous êtes les mains liées en disant on n'a pas le droit de se défendre, on n'a pas le droit de se défendre, on n'a pas le droit de se défendre. C'est le pacifisme. Non. Alors, c'est pour ça après on parle de guerre juste, de théorie de la guerre juste. Alors évidemment c'est bancal. Certains emploient des termes plus énergiques, mais si on n'a pas un concept de ce genre, on dit qu'il faut essayer de recourir, de ne faire la guerre qu'en vue de faire la paix, et faire la guerre avec quelqu'un en pensant qu'un jour ce sera un allié. Donc il faut si vous voulez, l'éthique militaire, c'est la paix en tant que norme qui se met à normer la guerre, qui semble être son contraire. Donc il y a une tension, n'est-ce pas? Parce que à court terme, on a tendance à envoyer le paquet, à mettre le paquet, à tout envoyer, à tout sortir, à monter aux extrêmes la violence, en disant comme ça ira plus vite, on va tout faire craquer, on n'en parlera plus après. Mais en fait, il faut que la paix soit acceptée. Donc, en fait, les hommes doivent savoir analyser, à imiter un peu ce qui se passe dans les épreuves de force dans le règne animal. C'est-à-dire, grosso modo, les rivaux combattent, ils mesurent leur force, et puis à un moment donné, c'est pas la peine d'aller à l'anéantissement. On voit très clairement qu'est-ce qui va se passer, et à ce moment-là, on discute. Et le perdant se reconnaît perdant, il prend sa perte, mais face à un vainqueur qui veut pas le réduire à zéro. Vous comprenez? Parce que si le vainqueur veut vous réduire à zéro, forcément, ça ne marche pas. Donc, cette espèce de
de guerre qui reste toujours à l'intérieur d'une politique négociatrice, une politique de réversibilité. C'est ça, si vous voulez, la civilisation. Sinon, on est dans une barbarie pure, une barbarie politique, qui ne connaît que la capitulation sans condition, d'un adversaire qui est forcément le mal absolu, etc. C'est à la fois puéril et barbare. La question du monsieur. Bonsoir. Moi, c'est de vous demander qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être le déclencheur qui provoquerait le changement de mentalité. Parce que, comme vous l'avez dit, que chacun se rend compte que dans une société qui va droit dans le mur, on peut qu'il y a un vrai problème de fond. Et est-ce que vous pensez que ce changement peut se faire par une idée qui est collectivement et avec des temps, ou est-ce que ça doit forcément être un événement dur? Moi, je pense que ça obéit à la logique de l'avalanche. C'est-à-dire, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, et puis, j'en sais rien, quelqu'un éternue, et paf, c'est l'avalanche. J'ai vu ça dans la gestion des entreprises, des dirigeants qui changent tout, il ne se passe rien, ça passe comme une lettre à la poste. Et puis voilà que le PDG a la mauvaise idée de prendre une mesure, je sais pas, de déplacer une personne ou un service de tel endroit à tel autre, et ça et à partir de là, ça se déclenche. Mais encore une fois, si il n'y a pas s'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de chef, ça ne peut pas, il ne se passe rien, il se passe une jacquerie. Les gens se défoulent, ils cassent des tas de trucs, c'est pas juste, mais ça soulage, comme disent les classiques, hein. Et puis le pouvoir continue indéfiniment à durer. Mais moi je pense que Pierre Gaxot disait il y a un mur contre lequel un mauvais gouvernement finit toujours par se heurter. Enfin, c'est le mur de la faim, F-A-I-M. Voilà. La faim. Et à ce moment-là, faut voir. Il faut, Jean Guiton disait, il y a l'instance et la circonstance, hein. Et à ce moment-là, les leaders naturels sortent. Ils sont reconnus comme tels, et les autres en face n'existent plus. C'est comme ça. On voit ça dans les groupes de combat. Lorsque, par exemple, le lieutenant ne sait pas commander, le lieutenant hésite toujours et ne sait pas donner les ordres, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Si vraiment il y a une urgence, il y a un besoin urgent, à un moment donné, la décision sort. C'est-à-dire, ça c'est le sous-officier adjoint, ou alors simplement un homme de troupe dit il faut faire ça. Oui, il faut faire ça et on va le faire. Et à ce moment-là, l'officier a perdu le pouvoir, bien entendu. Il n'existe plus. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, mais je vais vous dire, il y a dans la nature humaine une horreur du chaos et un besoin à la fois de pouvoir, et pas seulement de pouvoir, mais aussi d'autorité, pour que le pouvoir ne soit pas une brutalité pure. Donc, et besoin de culture fonctionnelle. Nous n'avons plus une culture fonctionnelle, c'est ça notre problème. Donc, c'est temps que donc la première chose pour en sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons, c'est de dire, arrêtons de croire à ces inepties, parce que ce n'est pas vrai, tout simplement. On vous a dit, il n'y a pas de nature humaine. C'est pas vrai. Il y a une nature humaine, tonnerre de Dieu.
C'est parce que vous la connaissez pas, que vous n'avez pas jamais réfléchi à le sujet. Il n'y a pas de nature, quelle blague. Il n'y a pas de nature, mais bien sûr que si. La nature, les grands philosophes y ont pensé. Enfin, voyons, vous avez Platon, vous avez Aristote, vous avez Kant, vous prenez les trois idées ensemble, vous avez un concept extrêmement moderne, parfaitement fonctionnel, parfaitement adapté au système, enfin aux connaissances scientifiques, etc., etc., etc. Donc, on dit il n'y a plus de métaphysique. Quelle blague. On est dans une métaphysique aujourd'hui, ça s'appelle le polythéisme. Monsieur X, Madame Y est un petit dieu. Voilà. Il n'y a pas de réalité, il y a seulement, il y a chaque dieu qui crée son monde, il y a chaque dieu qui crée son monde dans sa bulle. Très bien. Je veux dire, c'est comme si je considère que mon monde, c'est mes X followers, etc. Alors on délire ensemble, c'est sympa. Bon, c'est non. Il faut, je vais vous dire. Encore c'était Napoléon, hein, qu'est-ce qu'on doit enseigner dans les lycées, on lui demande. Il y répond, les mathématiques et le latin. Les mathématiques et le latin. C'est-à-dire l'esprit scientifique et la tradition classique, la connaissance de la nature humaine. Cet invariant transhistorique est fondamental. Je veux dire, il n'a rien de contraire au progrès, aux évolutions, tout ce que vous voulez. Il y a un invariant. Il faut connaître cet invariant. Parce que quand on connaît l'universel, on voit les particularités, on les respecte aussi, d'ailleurs on les valorise. Mais si on ne connaît pas l'invariant, on ne peut pas marcher. Donc c'est la première chose à dire, je dis, il faut dire simplement, lorsque la doxa s'exprime, il faut dire simplement, j'en doute. Comment en êtes-vous sûr? Pouvez-vous me le démontrer? Alors le woke, c'est formidable, tu raisonnes, donc t'es fasciste. Attends, prenez n'importe quoi, hein, vous comprenez? Bon, très bien. Oui, la logique, c'est fasciste. La logique, c'est fasciste. Non. Donc, première chose, c'est ça. Moi, je dis, l'esprit, je vous assure, faire des maths. Je sais bien que c'est désagréable à beaucoup de gens qui sont fâchés avec, parce que c'est souvent très mal enseigné, mais c'est vraiment fondamental. Fondamental, c'est une purge contre les inepties. Il y a des vérités universelles et nécessaires, qui sont vraies pour tout le monde. Et ça, c'est la grande vertu des mathématiques de nous le faire comprendre, n'est-ce pas? Et il est possible aussi, c'est Descartes qui parle aussi, il est possible il a pensé de mathématiques universelles, enfin, possibilité d'avoir des idées claires, pas forcément mathématiques, mais des idées claires sur beaucoup de sujets, progressivement, une pensée plus puissante, voyez. Donc l'idée que nous sommes sortis de la métaphysique, un pas en retrait de la métaphysique, critique de la métaphysique, etc., ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La critique, le plaisir. La critique de la métaphysique, c'est une autre métaphysique. C'est-à-dire, c'est soit la métaphysique de la raison, la raison qui est l'absolu, avec un grand A, qui est Dieu, quoi. Ou alors, on se dit, il y a peut-être quelque chose au-delà. Alors, il y a une espèce d'un ineffable, une sorte d'unité ineffable encore au-delà de tout, au-delà de la raison, et on hésite entre les deux. C'est pour ça qu'on se dit agnostique, parce que un agnostique, c'est quelqu'un qui hésite entre deux métaphysiques, qui sait qu'il y en avait en plus une troisième, mais qui l'exclut par hypothèse. Donc, non. L'homme a toujours une métaphysique, quand il pense ne pas en avoir, c'est qu'il en a plusieurs et qu'il ne sait pas laquelle choisir. Donc donc dire comment on va dire cela, dans l'échiquier, sur le tableau au sens tableau des échecs de la pensée humaine, la case de l'absolu n'est jamais vide. Une pensée humaine, c'est toujours
finalement une synthèse générale de toute chose à partir de l'idée de l'absolu. Et si on veut pas de cet absolu, il est pour ainsi dire pulvérisé en une infinité de petits absolus. C'est le polythéisme. Nous sommes dans une forme de polythéisme anthropologique. C'est une pensée particulièrement délirante. Et c'est même pas poétique. Non, parce que on sait qu'il y a des dieux partout, dans les forêts, dans les sources, dans les cailloux, les astres, etc. C'est sympa, ça se prête. Comme disait Goethe, quand je suis poète, je suis polythéiste. Voilà. Donc, mais avec la divinité de Monsieur X et Madame Y, ça va pas, non. Non. Il manque de charme, quoi. Je crois pas. Oui. Oui, là juste, pardonnez-moi, je lève la clepsydre parce qu'on va devoir rendre la salle tout simplement. J'arrive un peu à la fumée des cierges, mon cher Henri, mais on va pouvoir passer directement aux échanges en espérant que la conférence vous a plu. J'ai quelques annonces pour chacun d'entre vous, mais d'abord, je pense qu'il y a un applaudissement pour notre invité sacré. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.